Bienvenue à vous toutes et à vous tous. On va ouvrir donc ce colloque Israël-Palestine, a-t-on le droit de contester la politique israélienne, pour cette première table ronde d'introduction, donc avec Esther Benbassa qui nous accueille dans ces lieux et à qui on va tout de suite donner la parole. Shawan Jabarin à côté de moi, qui est donc le directeur de Al-Haq. Al-Haq, c'est la plus grande ONG des droits de l'homme, non seulement en Palestine, mais dans tout le Proche-Orient. Et Shawan Jabarin est également le secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme, qui a son siège à Paris. Et Léa Tsemel, infatigable avocate des droits de l'homme, qui défend tous les jours les Palestiniens ou les personnes qui sont victimes soit de l'occupation des séparations familiales, qui est donc toujours avocate donc israélienne en exercice et qui a été titulaire aussi du prix des droits de l'homme en France et qui donc prendra la parole ensuite. Et je vais donc tout de suite laisser la parole à Esther Benbassa qui nous accueille ici. Bonjour à toutes et à tous. En tant que sénatrice écologiste de Paris, je me fais un plaisir et un honneur d'accueillir ce colloque organisé par l'AFPS ici. Et je rends hommage à son président, M. Bertrand Heilbronn, qui a travaillé pendant plusieurs mois sur ce colloque. Je peux être témoin si je vous donnais le nombre de coups de fil et de mails que nous avons reçus. Nous savons qu'il n'a pas arrêté de travailler pour l'organisation de ce colloque. Je vous vois ici nombreuses et nombreux, ce qui est signe de confiance. Et je vais dire quelques mots et vous laisser la parole et vous laisser surtout le temps pour que vous ayez une vraie réflexion sur cette question qui est très délicate. Je peux vous dire que pour moi, elle est très sensible en tant que politique et j'aimerais que tout se passe bien dans la convivialité, dans la discussion et l'échange. Le titre de ce colloque, Israël-Palestine, a-t-on le droit de contester la politique israélienne? Une vraie question. Moi, je répondrai d'abord à la question par un oui. À condition, bien sûr, oui, à condition qu'antisémitisme et contestation de la politique israélienne ne se confondent pas. Et qu'on évite, bien sûr, les dérives auxquelles peuvent aboutir la contestation de la politique israélienne. Un autre écueil, la confusion entre juifs en Europe et israéliens. On ne peut pas nier que le conflit israélo-palestinien ait suscité des pics d'antisémitisme en France. J'ai quelques chiffres ici. Les chiffres valent ce qu'ils valent, comme vous le savez. Par exemple, on a vu une explosion des actes antisémites en 2000 suite à la deuxième intifada, ou en 2009 suite à l'offensive israélienne à Gaza. En 2014, suite à l'opération Bordure extérieure lors de la guerre de Gaza, les actes violents envers la communauté juive, agressions, vandalisme, etc., ont augmenté de 130% contre plus de 90% pour les simples gestes et propos antisémites. Alors donc là, sans être parlant, ces chiffres quand même témoignent d'une corrélation très évidente entre les deux. On l'a également constaté lors de la décision de Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale. Là aussi, on a vu un peu partout en Europe des amalgames, notamment le 10 décembre en Allemagne,
où, suite à l'annonce de cette décision, à Berlin, des drapeaux israéliens ont été brûlés, tandis que des insultes antisémites étaient proférées par des militants antisionistes devant la porte de Brandebourg. En Suède, on a assisté à un phénomène similaire. Alors, on ne va pas multiplier non plus les exemples, mais il y a un problème. Et on ne peut pas nier ce problème. La séparation entre contestation et antisémitisme est peut-être ténue, d'où la sensibilité que revêt le questionnement d'aujourd'hui. Si on pose la question dans ce colloque, c'est aussi que celles ou ceux qui posent la question sont conscients que passer de la critique de la politique israélienne à l'antisémitisme n'est pas impossible. De l'autre côté, il y a la sensibilité d'une grande partie de la communauté juive à toute critique de la politique israélienne, vite taxée d'antisémitisme. Les membres de la communauté sont bien plus nombreux, démographiquement, que celles ou ceux qui critiquent Israël. Là, il y a déjà une différence de nombre. Donnent-ils pour cette raison, enfin nombre de membres de la communauté, donnent-ils pour cette raison l'impression qu'ils ont raison, même lorsqu'on sait pertinemment qu'ils n'ont pas raison? Les premiers seraient victimes, donc les membres de la communauté seraient victimes de l'antisémitisme et ceux qui critiquent subiraient l'opprobre de ces membres de la communauté. Alors là, nous entrons dans une arène encore plus dangereuse, victime contre victime. Vous savez qu'on ne gagne jamais à ce jeu. Lorsqu'on dit qu'Israël est le premier pays antisémite, on ne fait pas avancer la question. Au contraire. J'ai vu qu'une des tables rondes de ce colloque s'intitule « Y a-t-il un mal français ?» J'ai beaucoup apprécié ce titre. Il y a un mal français, oui. Et l'histoire contemporaine de la France en témoigne. Si l'antisémitisme d'extrême droite a atteint parfois l'extrême gauche, le mal est encore plus grand. Que la communauté juive de France légitimiste s'inspire de l'instrumentalisation par Israël de l'antisémitisme pour occulter les effets désastreux de sa politique n'est pas un secret non plus. La réponse à cette instrumentalisation ne devrait pas être l'antisémitisme, mais une critique constructive qui se revendique par la disparition, qui ne se revendique pas par la disparition de l'État d'Israël, mais plutôt par la fondation d'un État palestinien à côté de l'État d'Israël. Certes, l'exaspération est grande et l'impasse aussi. La défense de la cause palestinienne est un des derniers combats anticoloniaux de l'extrême gauche. Comme ce combat est d'une grande importance, il ne devrait pas conduire ses défenseurs dans cet écueil qu'est l'antisémitisme, parce que l'antisémitisme existe. Aujourd'hui, dans ce colloque, avec un si riche programme, il serait opportun de sortir d'une confrontation entre victimes. Surtout qu'aujourd'hui, on parlera plus des victimes que sont ce contexte d'antisémitisme que les autres. Et ce, pour négocier le terrain sur lequel s'engager pour une parole éthique forte qui couperait avec un quelconque égarement dans les antres de l'antisémitisme. Nous ne convaincrons les Juifs de France qu'on a le droit de critiquer la politique de colonisation d'Israël, mais convainquons-nous, même si on n'arrivera pas à convaincre les membres de la communauté, mais convainquons-nous que nous avons le devoir de le faire, tant que nous avons l'honnêteté intellectuelle et le courage de critiquer ceux qui se laissent séduire par la négation d'Israël et les violences verbales et physiques contre les Juifs de France. Je compte sur vous aujourd'hui, je connais votre courage
et je connais votre honnêteté, votre éthique pour aller de l'avant et de réfléchir, mais avec beaucoup de profondeur à cette question pour qu'elle ne nous gâche pas ce qui nous reste aujourd'hui de l'extrême gauche, parce que nous sommes aujourd'hui considérés comme les losers. Merci. Merci beaucoup, chère Madame la sénatrice, chère Esther Benbassa, pour ces paroles et pour avoir bien voulu nous inviter au Palais du Luxembourg pour ce colloque. C'est aussi... Est-ce qu'il faut que je parle plus près? Je laisse comme ça et on va laisser les techniciens travailler. C'est aussi... Vous m'entendez? Une marque, c'est une marque de courage politique. Ce n'est pas si facile. Et nous tenons à saluer votre courage. Je voudrais aussi, tant que je m'adresse à vous, vous rassurer. Nous n'avons aucune intention d'être ou de rester des victimes. Nous sommes là pour faire gagner le droit, la liberté d'expression, le débat démocratique. Donc on est là, non pas pour se plaindre et être victime, on est là pour faire gagner. Je tiens à saluer tous nos amis présents. Je vais commencer par ceux qui viennent du plus loin, Shawan Jabarin et Léa Tsemel, dont nous les avons déjà salués. Rebecca Wilcomerson, qui est donc la directrice exécutive de Jewish Voice for Peace, qui vient des États-Unis rien que pour nous. Rebecca, just stand up, just stand up. Et Hugh Lanning, qui est donc le président de l'association Sœurs, Palestine Solidarity Campaign, qui est également venu pour nous. Je tiens aussi à saluer Monsieur l'ambassadeur de la Palestine en France, Salman El-Helfi, qui est avec nous, que tout le monde connaît, mais qui va se lever. Tous les autres intervenants qui ont fait l'effort, qui sont mobilisés pour ce colloque et que vous découvrirez tout au long de nos tables rondes. Et puis aussi nos amis qui sont venus de différents pays, du Pays-Bas, du Luxembourg, d'autres pays, pour voir ce que nous faisons sur ce sujet en France, sujet qui nous mobilise aussi partout en Europe et dans le monde. Si Shawan Jabarin et Léa Tsemel sont à nos côtés dans cette table ronde d'introductive, c'est parce que, pour nous rappeler que nous sommes ici aussi, parce que la solidarité internationale avec le peuple palestinien, c'est un impératif moral, c'est une obligation, c'est une nécessité. On verra que c'est une nécessité aussi pour nous, au-delà du droit que nous revendiquons à pouvoir exprimer cette solidarité. Esther Benbassa nous a rappelé la complexité de cette question, les précautions à prendre. Nous la prendrons en compte. Nous n'accepterons jamais que des personnes soient ciblées dans notre pays pour leur identité culturelle, religieuse ou ethnique. Le racisme sous toutes ses formes, que ce soit l'antisémitisme, dont l'antisémitisme est un poison, est-ce qu'il est en train de se réveiller? Comment y faire face dans le combat que nous menons? Nous avons voulu que ce débat soit mis sur la table au cours de ce colloque, et ça sera donc le but de la dernière table ronde de cette matinée. Mais revenons au sujet de ce colloque. A-t-on le droit de contester la politique israélienne aujourd'hui en France? Bien sûr, nous sommes dans un pays où la liberté d'expression est garantie par la Constitution, protégée par la Convention européenne des droits de l'homme. Mais elle est aussi attaquée. Et la première partie de ce colloque va en décrypter en détail quelques mécanismes. Il s'agit d'abord de l'intimidation ordinaire, celle du dénigrement, de l'exclusion des médias, de l'association de qualificatifs infamants à notre nom. C'est le sujet du livre que Pascal Boniface a publié en janvier. Il nous en dira beaucoup plus tout à l'heure. Les plus militants d'entre nous savent faire face, mais même si c'est parfois douloureux. Mais comment la plupart des journalistes, des hommes et des femmes politiques vont réagir? Des portes se ferment, sans autre explication. Le dénigrement gratuit, non étayé, diffus, difficile à combattre, donne alors naissance à la peur de parler, à l'autocensure, au couvercle pesant que nous ressentons bien souvent dès qu'il s'agit de parler d'Israël et de la Palestine. Cela va parfois jusqu'à la chasse aux sorcières.
Nous avons vécu en mai dernier un épisode lamentable lorsque le CRIF et la LICRA ont demandé et obtenu de l'exclusion des listes de candidats à La République En Marche législative de plusieurs personnes qui avaient émis dans le passé des messages sur les réseaux sociaux critiquant la politique d'Israël ou soutenant l'appel au boycott. Venons-en à cette question de l'appel au BDS, parce qu'il sous-tend une grande partie aussi de cette question de la liberté d'expression. L'appel au BDS, le boycott par les citoyens, le désinvestissement par les entreprises et les sanctions par les États est un point de cristallisation dans ce débat. Maître Comte nous éclairera sur ces aspects légaux. Disons-le clairement, c'est un droit citoyen et même une longue tradition citoyenne dès lors que ses objectifs sont clairement de s'opposer à la politique d'un État. On peut le considérer comme opportun ou non pour combattre la politique israélienne. On peut l'adopter ou non, et dans cette salle, les avis peuvent être très différents. On peut être plus ou moins sélectif sur les cibles. Cela fait partie du débat démocratique. À l'opposé de ce débat, nous refusons la diabolisation et l'affirmation gratuite et fausse que le boycott serait interdit en France. La Cour européenne des droits de l'homme aura à statuer prochainement sur un cas important en lien avec cette question. La campagne BDS est à la fois la cible et le prétexte d'une nouvelle offensive de l'État d'Israël contre tous ceux qui, dans le monde, contestent sa politique. C'est dans une étape radicalement nouvelle que nous sommes entrés en février 2016, donc il n'y a pas très longtemps, il y a juste 2 ans, avec la création et le financement sous la responsabilité du ministre des Affaires stratégiques, Gilad Erdan, d'un département ministériel israélien chargé de combattre partout dans le monde les organisations impliquées à quelque niveau que ce soit dans la campagne BDS, mais en fait plus généralement toutes celles et ceux qui s'opposent à la politique israélienne. Nous sommes passés de la guerre souterraine à la guerre ouverte. Un beau matin de février 2016, nous avons découvert que nous étions la cible directe d'une guerre politique et idéologique menée par le gouvernement israélien contre nous-mêmes et nos organisations. Une guerre menée sur le plan mondial, comme vont en témoigner cet après-midi Léa Tsemel, Rebecca Wilcomerson et Hugh Lanning. Et les effets en France, directs ou indirects, n'ont pas tardé à se succéder. Les menaces de mort contre une trentaine de membres de notre Conseil national, dont nous avons saisi la justice. Les amalgames entre antisémitisme et antisionisme mis en avant dès janvier 2016 par le Premier ministre de l'époque, dont j'ai oublié le nom, mais repris en juillet dernier par le président de la République, et là c'est plus grave. Dominique Vidal en a fait un livre et il interviendra sur ce sujet. Une offensive sans précédent pour faire adopter, avec beaucoup de guillemets, une définition, avec beaucoup de guillemets, de l'antisémitisme qui le relierait à la critique de l'État d'Israël et de sa politique. Définition recommandée par le Parlement européen le 1er juin, on appelle les définitions dites IHRA. C'est l'histoire d'une tromperie lourde de menaces dont vous trouverez une description dans vos livrets de participants et dont il sera largement question tout au long de la journée, ce matin avec l'intervention de Fabienne Messica et cet après-midi avec celle de nos amis étrangers, en particulier de Hugh Lanning. L'actualité récente montre que l'offensive s'intensifie. J'allais dire qu'on avait déjà préparé le colloque quand ces événements sont arrivés. En novembre, des élus de notre République se sont vus interdire d'entrer en Israël et en Palestine pour avoir demandé à rendre visite en prison à Marwan Barghouti, que beaucoup et nous-mêmes considérons comme le Mandela palestinien. Tout récemment, en janvier, c'était le 7 janvier, 20 organisations, dont la nôtre, se sont trouvées ciblées par une liste noire publiée par le gouvernement israélien. Nous partageons cet honneur avec d'autres grandes organisations, dont Jewish Voice for Peace et Palestine Solidarity Campaign, qui font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui et qui s'exprimeront cet après-midi. Nous sommes heureux d'être ensemble aujourd'hui. Nous saluons aussi nos amis de BDS France qui sont aussi sur cette liste. Mais quand même, c'est un État tiers qui vient décider qui, dans notre pays, lui plaît ou ne lui plaît pas, et qui rend cette liste publique. Est-ce qu'on a mesuré ce que cela implique? Nous en avons saisi le gouvernement français. Encore plus récemment, le 26 janvier, la fermeture de notre compte PayPal, dont se vante une officine états-unienne, le Zachor Legal Institute,
immédiatement suivi par le plus grand des hasards, par des articles de propagande dans les médias israéliens et des médias communautaires français. C'est nous qui sommes aujourd'hui ciblés, mais c'est collectivement notre capacité à débattre et agir démocratiquement en France qui est maintenant menacée. Les réponses au cas par cas ne suffisent plus. Nous devons prendre l'offensive, changer de logique, restaurer la parole. Nous le devons à nos amis palestiniens. Nous le devons aussi à la démocratie de notre propre pays, parce que c'est ça qui est en cause. C'est l'objet de notre colloque et c'est l'objet aussi de l'appel de l'initiative qui va être prise avec les 6 principes qui seront 6 principes pour un débat démocratique sur la question israélo-palestinienne en France, qui vont être présentés donc vers 17h à l'issue de nos débats. Merci beaucoup et je vais laisser la parole à Shawan Jabari. Thank you, Bernard. Good morning, everybody. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier la FPS pour leur invitation. Je voudrais les remercier d'avoir organisé cette conférence, ce colloque. Je voudrais aussi remercier Madame Esther Benbassa. Je voudrais la remercier pour l'introduction, pour ses propos liminaires et d'avoir accueilli cette conférence, ce colloque. C'est la deuxième fois que je me rends ici. Je pense que j'étais là il y a quelques mois, si je me souviens bien. Nous avions parlé d'autres choses et je suis partie remplie d'espoir. Un espoir selon lequel il y a des choses qui se passent, des choses qui changent. Et nous espérons que cela aura un écho positif sur les valeurs de la France. Je pense qu'il est temps que la France et que d'autres pays, justement, défendent ces principes et ces valeurs. Alors, je vous vois ici aujourd'hui, et lorsque je regarde l'auditoire, je vois des pères, des mères, des grands-parents. Ce qu'il manque ici, dans notre assemblée, c'est la jeunesse. Et je pense que la question que nous devons nous poser ici aujourd'hui, c'est quel est le message que nous voulons transmettre? Quel est le message que nous voulons transmettre à nos enfants, aux jeunes, à la génération à venir? Souhaitons-nous leur transmettre le message suivant, à savoir, vous n'avez pas le droit de critiquer, vous n'avez pas le droit à la liberté d'expression. Vous n'avez pas le droit de dire non et que vous vous retrouvez face à des portes fermées. Et la seule porte qui vous est ouverte, qui vous reste ouverte, c'est la violence physique. Et c'est pour ça que je pense que cette conférence est très importante. Et lorsque j'écoute la question qui est posée et l'objectif, eh bien, j'ai préparé quelques éléments. J'avais préparé une intervention, mais bon, j'ai perdu mon ordinateur et donc mon intervention. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai tout à l'esprit. Je voudrais vous faire part de 2 choses. Il y a quelques mois, un jeune homme de 19 ans, de 20 ans, à Ramallah, a été accusé de lancer des pierres par les Israéliens. Et donc les jeeps militaires l'ont suivi. Il y a eu un accident et ce garçon s'est retrouvé écrasé par la Jeep. Et pendant 2 heures, les Israéliens ont refusé d'enlever le véhicule et il est décédé. Le père, en fait, ne savait pas que c'était son fils sous la Jeep et les Israéliens, les militaires refusaient d'enlever la Jeep. Et 2 semaines après cela, après l'accident et après le décès du jeune homme, la décision a été envoyée et on a demandé à la famille de régler le montant de 192 000 shekels
pour l'entretien de la JIP. Voilà. Et je vous assure, je pèse chaque mot que je prononce. La famille est venue vers nous et nous a demandé que faire. On nous demande de payer de l'argent. Et nous avons perdu notre fils et ils ne nous ont pas laissé enlever le véhicule afin de récupérer le corps. Et il est décédé là, sur place. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que cela représente et jusqu'où cela peut aller? La deuxième chose dont je voudrais parler, c'est Gaza. Alors, je ne parle pas uniquement des démolitions, des massacres. Non, il y a aussi la destruction invisible de la société à Gaza. Plus de 2 millions de personnes. Imaginez un jeune homme de 30 ans, en bonne santé, qui vient s'adresser à vous et vous dit « Je ne suis pas mendiant, mais donnez-moi de quoi manger, s'il vous plaît. » Et voilà où se trouve Gaza, dans quelle situation se trouve Gaza aujourd'hui. C'est une destruction à long terme de la société palestinienne à Gaza, et c'est pour ça que je voudrais en parler. Ce n'est qu'une facette de l'histoire, je ne vais pas aller dans les détails, mais critiquer cela et parler de ces crimes et demander la reddition de comptes et responsabiliser la personne qui est responsable de ces crimes, eh bien, on est perçu comme un terroriste ou comme un antisémite. Et je ne comprends pas, en fait, d'où vient cette association. Ce n'est pas uniquement en Palestine et en Israël. J'ai l'impression, et je viens souvent à Paris tous les 2-3 mois, et j'entends les récits ici. Et je l'ai déjà entendu, l'appel au BDS est illégal, cela a été pénalisé, on pénalise ceux qui appellent au BDS. Or, nous sommes en France. La liberté d'expression, la démocratie, ce sont des valeurs, ce sont des piliers pour ces personnes, en tant que valeurs et en tant que principes. Et je dois vous dire que j'ai été profondément choquée lorsque je suis allée à Bruxelles et que j'ai entendu parler de débats sur l'antisémitisme et ainsi de suite. Je me suis dit, bon, c'est un étau qui se resserre partout. Et cela m'a préoccupée. Cela m'a fait réfléchir à la Deuxième Guerre mondiale. C'était une catastrophe à l'époque. Et les consciences ont été éveillées à ce moment-là, car il y a eu le droit international qui a été mis sur pied, les droits de l'homme ont été développés à ce moment-là, les principes ont été établis à ce moment-là. Et je me suis dit, faut-il donc qu'il y ait encore une guerre mondiale pour éveiller les consciences, pour éveiller nos croyances sur toutes ces questions? Je ne comprends pas pourquoi les choses se font ainsi aujourd'hui. Alors je sais qu'il y a des questions géopolitiques plus larges, mais lorsqu'on défend les droits des Palestiniens, et lorsqu'on défend la justice et les droits humains et l'égalité, eh bien, c'est notre société que l'on défend, ce sont nos valeurs que l'on défend, ce sont nos principes que l'on défend. C'est ça la réalité. Il ne s'agit pas uniquement de défendre les droits des Palestiniens. Non, c'est une épreuve en fait. C'est une épreuve de vos valeurs, de vos principes pour l'avenir de votre société. Si vous laissez les Israéliens commettre des crimes internationaux sans les mettre face à leurs responsabilités, en toute impunité, je pense que là, c'est une destruction non seulement de la Palestine, non, c'est une destruction des valeurs, des principes et de l'avenir même de vos pays. Si vous ne donnez pas corps au droit international, à la justice, à l'égalité, aux droits humains, à la reddition de comptes, à toutes ces valeurs, c'est très préoccupant. Vous devez être préoccupé. Je ne suis pas ici pour dire « S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous aider ?» Non, je suis là pour vous dire « Est-ce que vous pouvez vous aider vous-même ?»
Est-ce que vous pourriez vous aider vous-même et vous protéger de cette vague de groupes d'extrême droite, de cette vague de crimes, de la destruction de tous ces crimes et de tous ces principes? C'est ça la véritable question qui est au cœur de nos propos. Ceci m'amène à parler de la jeunesse, encore une fois. En Palestine, aujourd'hui, 75% des Palestiniens qui ont moins de 29 ans, les Palestiniens de moins de 29 ans représentent 75% de la population palestinienne. Ils vivent sous l'occupation, sous des restrictions à un régime d'oppression. Et en même temps, ce sont des personnes qui sont démunies, elles ne sont pas protégées ni par le pouvoir d'occupation, ni par la communauté internationale. Et là, c'est un message qui leur est envoyé. Et donc, ils nous demandent, que signifie le droit international en fait? Israël fait tout cela, mais personne ne les en empêche. Personne n'intervient. Bien sûr, il y a des condamnations. Bien sûr, il y a des condamnations, donc des paroles, mais qui restent lettre morte. Rien ne change sur le terrain. Ils perdent espoir. Et là, on parle d'une population qui est au chômage à hauteur de 70%, 70 à 75%. Et ce sont des personnes qui sont diplômées des universités palestiniennes et qui sont au chômage, qui ne peuvent jouir d'aucun droit. Et ce sont des jeunes qui souhaitent quitter leur pays, qui pensent à l'exil. C'est un grand problème. Comment faire en sorte que l'espoir dure dans les esprits de cette génération, de cette jeune génération? Comment préserver cet espoir, l'espoir de l'avenir dans leurs esprits? Je pense que c'est très important pour nous, pour notre peuple. Lorsque la France prend position, ou la communauté internationale ou tout autre pays européen, lorsqu'un acteur prend position, cela fait parler de nous. Et cela nous permet d'entendre le message suivant. Vous n'êtes pas seul. Il y a des personnes qui travaillent à améliorer la situation. Il faut échanger avec ces personnes-là et il faut vraiment laisser sa chance à la voie de la paix, à des voies pacifiques. Et la voie pacifique, c'est la voie des droits humains et du droit international. Mais bien sûr, il y a quelques jours, j'ai montré un programme à la télévision israélienne. C'était une organisation qui venait en aide aux paysans et agriculteurs palestiniens qui organisaient des manifestations et ainsi de suite. Et il y avait un porte-parole des colons qui disait dans l'émission: on les a suivis, ils veulent créer, ils veulent nous mettre devant les faits accomplis et ça va à l'encontre des accords d'Oslo, disait le colon. Et je me suis dit, waouh, donc ça va à l'encontre des accords d'Oslo, mais alors, que dire de l'expulsion des civils palestiniens? Que dire des colonies? Que dire des massacres? Que dire de l'exclusion de Gaza, de la séparation? Et ça, c'est quoi? Est-ce qu'on peut dire que ça ne contrevient pas aux accords d'Oslo et que c'est en accord avec les accords d'Oslo? Eh bien, le droit international, en fait, est du côté des Palestiniens, mais ils ne peuvent rien faire sur le terrain. Et je pense que nous devons le rappeler. Et lorsque je vois la campagne qui est menée contre les groupes de solidarité, les organisations de la société civile et les associations, des attaques qui viennent de différents États, de différents groupes, j'ai envie de dire qu'il est temps que tous les groupes, que toutes les associations de solidarité, que toutes les personnes s'unissent face
à cette campagne abjecte. Nous ne pouvons pas les laisser remporter cette victoire. Nous défendons l'avenir de nos enfants, l'avenir de notre société. Et c'est là une question qui se pose directement à l'État français. Voulez-vous vraiment être ceux qui défendent les principes d'humanité, de justice, de droit international, ou souhaitez-vous, en fait, emboîter le pas aux Israéliens et aux Américains et déclarer « Nous avons notre droit international qui nous concerne, nous ». Ils essayent, justement, d'interpréter différemment un droit international qui doit être le même pour tous. Je pense qu'il est l'heure pour la France d'assumer son rôle de défendeur de droits. Et dernière remarque, pour ce qui est de la reconnaissance de l'État palestinien, il est temps que cela se fasse. Nous devons désormais donner corps à ces principes, à ces positions, des principes et des positions que l'on répète depuis si longtemps. Si vous croyez vraiment à la solution à deux États, eh bien sachez qu'Israël tue à petit feu la solution à deux États. Comment défendre cela? Pourriez-vous le reconnaître, l'admettre? Pourriez-vous vraiment donner corps à la solution à deux États? C'est ainsi qu'on préserve l'espoir dans les cœurs des personnes et on envoie un signal très clair à l'État israélien en tant que puissance d'occupation pour dire « nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous faites ». Et là, c'est vraiment un acte concret. Cela ne suffit pas que de répéter qu'on est pour la solution à deux États sans des actes. Je pense qu'avec cet acte simple, on envoie un message clair, un message envoyé aux Israéliens qui montre que la France est du côté du droit international et du côté des résolutions qui ont été adoptées. Et la dernière remarque que je voulais faire ma dernière remarque portait sur l'espoir. Nous, malgré ce panorama tout à fait morose, nous gardons espoir. Je dirais que l'avenir appartient à la justice. Je suis persuadée que la situation va changer, mais elle ne peut changer que s'il y a solidarité, unité, et s'il y a un combat mené contre les régimes d'oppression et toutes les formes que revêtent les violations de droit international. Nous devons lutter pour la justice, pour l'humanité, pour la démocratie et donner corps à ces valeurs. Lorsque nous critiquons Israël, nous critiquons les actions, les actes et les politiques criminelles d'un État. Nous critiquons les crimes. C'est cela que nous faisons. Et c'est là que nous faisons la distinction très claire entre les pratiques d'un État et la religion ou la communauté juive. Qui peut dire aujourd'hui que les politiques israéliennes sont soutenues par la communauté juive partout dans le monde et même par les Juifs en Israël? Aujourd'hui, même les sionistes libéraux ne sont pas acceptés et n'acceptent pas les politiques du gouvernement. Ils se plaignent également d'être la cible de répression par les autorités israéliennes, et notamment la société civile israélienne. Les organisations qui font partie de cette société civile, par exemple, se voient restreindre leur accès de manière différente. Par exemple, on demande à des élus d'arrêter de soutenir ces organisations israéliennes ou autres. Je voudrais remercier les ministres des Affaires étrangères norvégiens, néerlandais,
irlandais et allemands, car ils ont pris position contre le gouvernement israélien lorsqu'on leur a demandé de ne pas soutenir la société civile. Et ils ont bien dit qu'ils avaient une position très claire sur la société civile et sur les colonies. Voilà, merci beaucoup. Et j'espère que cette conférence, ce colloque sera couronné de succès. Merci. Un grand merci à vous, Shawan Jabarin, pour cette intervention. C'était très important que vous recadriez nos travaux de la journée par rapport à ce que le lien entre la situation en Palestine et ce qui se passe ici. Vous serez tout au long de la journée, quand vous le voudrez, notre témoin pour dire en 2 ou 3 phrases comment vous réagissez à nos différentes tables rondes. Je vais donner la parole à Léa Tsemel. Léa Tsemel va prendre la parole beaucoup plus longuement cet après-midi pour nous expliquer la situation en Israël, mais il nous semble important que aussi au début de ce colloque, elle puisse nous dire quelques mots de l'importance pour elle et pour les Israéliens progressistes qu'on ait cette réflexion. Sorry for speaking in English. I did. Okay. I'm sorry that I have to speak in English. Désolée, je vais devoir prendre la parole en anglais. Je vais essayer d'être brève. On m'a donné 5 minutes pour cette intervention. De manière générale, j'essaye de regarder les dernières 15 années d'occupation et au cours des 46 dernières années jusqu'à aujourd'hui, j'ai travaillé en tant qu'avocate et je me suis dit que j'allais vous donner quelques idées plus précisément de ce qu'il se passe aux différents endroits. Donc, prendre vraiment du recul pour pouvoir regarder l'ensemble de la situation. La première question essentielle, dont nous allons de nouveau parler plus tard dans la journée, est la suivante. En 1972, un groupe d'Israéliens de gauche et de Palestiniens de gauche se sont rassemblés, ont créé donc un groupe et ont essayé d'intégrer la lutte palestinienne contre l'occupation. Bien évidemment, ils ont été arrêtés puis envoyés en prison pendant des années, 15-17 ans. Mais ce phénomène, qui aurait donc pu prendre élan à l'époque, a été tué dans l'œuf. Et aujourd'hui, les Israéliens agissent en grande mesure comme la colonne vertébrale de l'opposition contre l'occupation. Enfin, les Israéliens qui agissent dans ce sens nous soutiennent de différentes façons. Les femmes israéliennes, par exemple, sont dans les tribunaux, sur les routes, au point de blocage sur les routes. Dans les tribunaux, un groupe dont vous venez de parler, les femmes essayent d'aider les agriculteurs à récupérer leurs terres. Donc c'est une façon autre de tenter d'aider la lutte palestinienne. Cependant, elle ne participe pas dans la lutte précisément sur le terrain. Je me rappelle également parfaitement qu'au tout début de l'occupation, les Palestiniens nous envisageaient, nous, le peuple israélien, comme ce que nous étions, des hommes, des femmes, des colons, des militaires, des civils. Nous avions des noms de groupes. Mais aujourd'hui, nous sommes regroupés sous un seul nom. Si je rencontre un jeune homme, par exemple, de Jérusalem, de la vieille ville, je lui dis « Dis-moi ce qui s'est passé » et il me dit « J'étais chez moi, je dormais dans mon lit et à 4 heures du matin, par exemple, quelqu'un a tapé à la porte, ma mère a ouvert et c'était Eliaoud. » Quelles que soient les différences qui existaient auparavant entre les différents membres de notre communauté, ils ont disparu aujourd'hui. Maintenant, c'est toujours Eliaoud. On parle toujours de la même chose. Donc, ma question est de savoir pourquoi. Est-ce une réussite du sionisme?
cette tragédie, faire que l'ensemble de l'oppression soit perçu aujourd'hui comme El Yaoud. Ils ont réussi à faire en sorte que l'État juif, il y a différentes lois qui existent, j'en parlerai plus tard dans l'après-midi, mais donc aujourd'hui, toutes les personnes qui critiquent l'existence de l'État juif elles sont punies de telle ou telle façon. Et parallèlement, ils ont réussi à faire de la communauté juive l'État lui-même. Si l'on regarde par exemple la tragédie de ce qui se passait à Toulouse, on peut voir un lien entre un amalgame créé entre la communauté juive et l'État d'Israël. Donc voilà très précisément ce qu'on peut voir se dérouler aujourd'hui. Un autre élément géographique peut-être, El-Aqsa, le temple de la montagne, est devenu le centre des luttes ces 10 dernières années. Les Juifs orthodoxes ont tenté de reconstruire le temple. Ils se sont rendus sur les lieux. C'est devenu vraiment quelque chose d'essentiel, central. Différents groupes ont tenté de reconstruire ce temple autre part et d'autres groupes essayent de réapprendre les anciennes façons de prier, d'être en interaction avec le temple. Et parallèlement, des musulmans tentent de protéger leurs droits sur ce mont. Et il y a des personnes plus âgées qui en ont fait vraiment leur cause aujourd'hui. Et ces personnes-là ont également été qualifiées maintenant d'organisations terroristes et ont donc été condamnées. Il y a 2 semaines, j'ai été appelée pour rejoindre la police de Kishlep, près de la vieille ville, parce que 6 Américains, hommes et femmes, ont été arrêtés sur Al-Aqsa parce qu'ils ont dit Allah Akbar. C'était des Américains musulmans. Je suis allée à la police, je les ai rencontrés, je leur ai dit vous allez probablement être relaxés, vous n'avez pas commis un délit quelconque. Et puis j'ai vu une photo et ils m'ont dit, c'était très, très important pour moi, ils m'ont demandé de demander à la police de les autoriser à prier. C'était l'heure de la prière, ils sont sortis à l'extérieur du commissariat. Et il y avait les polices aux frontières qui étaient à côté d'eux avec des armes. Et chacun, ils se sont tous mis à prier. C'était réellement une démonstration de prière. Puis c'était terminé. Ils sont rentrés dans le commissariat et ont été relaxés plus tard dans la journée. Mais ils ont été arrêtés parce qu'ils étaient musulmans à cet endroit. Plus tard, je vous parlerai de ce qui, pour moi, est une campagne menée contre les étrangers à Israël, mais ce sera un sujet qui reviendra plus tard dans la journée. Shawan, quand je l'écoute, quand je le regarde, malheureusement, je dois dire que oui, nous sommes perdants, nous sommes des losers d'une certaine façon. Parce que si 50, 40, 30 ans, s'il y a 50, 40 ans ou 30 ans, nous étions convaincus d'être des progressistes, que nous étions capables, ensemble, juifs et arabes, de créer une autre forme de société, une société unie, mélangée. Aujourd'hui, malheureusement, cette société n'existe pas. Nous sommes dans une situation d'oppression. Et toutes les tentatives, comme tu l'as dit, de construction d'une société civile et de déplacer le cursus d'une politique dangereuse vers
le combat des organisations défendant les droits humains, comme beaucoup l'ont dit du côté israélien comme palestinien, nous nous rendons compte que les colons, les militants de droite, d'extrême droite, ont réussi à remporter la victoire. Jusqu'à présent, ce sont eux qui gagnent. Et juste pour faire une comparaison avec l'université de Al-Riyad, au sein des colonies illégales en Cisjordanie, qui, bien qu'elles soient illégales, sont en pleine prospérité, si l'on compare avec l'université Al-Quds, qui ne se trouve pas à Jérusalem malgré son nom, il y a un musée sur les prisonniers. Il y a un mois, la police s'y est rendue, a pris toutes les photos qui étaient accrochées partout sur les murs de ce musée, ont volé certains matériels. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Il n'y a eu aucune réaction. La droite a découvert le pouvoir du droit. Et là, je m'adresse à tous les avocats et juristes dans la salle, mais c'est un phénomène incroyable. Ils se sont rendus compte que tout ce qu'ils avaient besoin de faire, c'était de changer la législation. Vous avez la majorité, vous passez une nouvelle loi, vous votez une nouvelle loi, et c'est vraiment très simple. Et à Jérusalem, juste avant que je vienne, quelque chose s'est produit. Il y a 2 colonies à Tours qui... il y a 2 colonies et au milieu des habitants palestiniens et ils veulent construire une promenade entre les 2 colonies afin de les séparer et faire en sorte que la moitié de la population de Jérusalem palestinienne ne soit pas comprise dans les statistiques par rapport à la ville de Jérusalem. Ils ont passé une nouvelle loi qui fait en sorte que toutes les parties de la ville ou des Palestiniens villes sont à présent une nouvelle communauté, une nouvelle municipalité. C'est la législation. Personnellement, j'en suis convaincue. J'ai tente d'être une militante socialiste active, de participer à l'édification d'une nouvelle société. Mais jusqu'à présent, malheureusement, je dois bien l'avouer, nous n'y sommes pas parvenus. Et même, j'ai envie de dire, aidez-nous pour vous aider vous-même. Je vous remercie.